Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information orientée Afrique sur Canal 7, la chaîne panafricaine. La politique libyenne en ouverture de ce journal en prélude des négociations entre parlements libyens rivaux sous l'égide de l'ONU afin de parvenir à un accord sur un gouvernement d'union nationale. L'Égypte, l'Algérie et l'Italie ont appelé ce dimanche à une solution politique au conflit qui déchire la Libye. Reportage d'Abdoulaziz Maïga. Hormis l'émissaire de l'ONU Bernardino Léon qui tente depuis des mois de rapprocher les points de vue divergents des autorités rivales libyennes, le chaos du pays cher à Muammar Kadhafi préoccupe plus d'un. Réunis dimanche au Caire, des responsables égyptiens, algériens et italiens ont apporté leur soutien aux tractations menées par l'émissaire onusien. Les trois pays sont d'accord sur le futur de la Libye et la situation en Libye dans un effort commun pour les trois pays de soutenir la stabilité de la Libye, l'unité de la Libye et la volonté du peuple libyen. Nous ne pouvons plus perdre de temps avec ceux qui travaillent contre l'intérêt du peuple libyen, ceux qui étendent le terrorisme et les combats. Les trois ministres sont convenus sur des propositions pouvant sortir la Libye de son profond coma. Notre point de vue a été compris sur les trois aspects. Premièrement, la solution pacifique et la formation d'un gouvernement national pour gérer la situation en Libye. Deuxièmement, sur le problème de sécurité, particulièrement le terrorisme. Et troisièmement, sur l'immigration illégale. Par ailleurs, les représentants libyens se retrouvent ce lundi à Skirat, ville balnéaire marocaine située entre Rabat et Casablanca, pour une session de négociation que la mission d'appui des Nations Unies en Libye a qualifiée de décisive. En effet, l'objectif est de trouver un accord avant le 17 juin du Ramadan, le mois de jeûne musulman. Direction Burundi pour le volet économie. Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie dont l'origine n'a pas encore été élucidée a ravagé une partie du marché de Bujumbura, la capitale du Burundi. Reportage. Un feu s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi au marché de Bujumbura, la capitale burundaise. Un incendie qui a détruit une grande partie de cet espace commercial et dont l'origine n'a pas encore été élucidée. Le feu qui s'est déclaré dans la partie du marché se trouvant du côté du lac Tanganyika a emporté une vingtaine de huttes qui servaient de restaurants et de cabarets. N'eût été l'intervention rapide de la police de protection civile, le reste du marché aurait été entièrement consumé par les flammes. Frédéric Ndingurio, représentant des vendeurs d'huile de palme, a refuté la thèse selon laquelle le feu aurait pris dans les réserves d'huile de palme, car, dit-il, ce secteur est resté indemne. Un autre commerçant a indiqué sous le couvert de l'anonymat que le marché a brûlé peu après des tirs d'armes à feu. Quoi qu'il en soit, les commerçants qui ont perdu leurs biens se disent très découragés, beaucoup d'entre eux étant venus s'installer au marché de Kinendou après avoir connu, dans un premier temps, d'énormes pertes dans l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura. Quasi vide à son ouverture, le marché Kinendou est rapidement peuplé au lendemain de l'incendie du marché central de Bujumbura en février 2013. Plusieurs incendies de marché ont eu lieu ces dernières années au Burundi, laissant les commerçants dans la désolation totale et l'ignorance la plus totale quant aux raisons de ces sinistres. Santé à présent à Rome ce dimanche après-midi, le Togo a reçu des distinctions pour sa victoire contre la faim remise par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation aux pays ayant accompli des progrès dans leur combat pour la sécurité alimentaire dans le monde. Léa Hatzam. C'est au nom du chef de l'État que le ministre de l'Agriculture, Uroko Kura-Agazi, a reçu le prix des objectifs du millénaire pour le développement des mains du directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, José Graziano da Silva. La FAO veut saluer les progrès accomplis par le Togo qui permettront avant 2020 de parvenir à un taux de prévalence inférieur à 5%.
Le pays de l'Afrique de l'Ouest se place ainsi en tête de liste des pays étant parvenus à cet objectif comme l'Afrique du Sud, l'Indonésie, Panama, la Tunisie ou Trinidad et Tobago. En titre de rappel, il y a 2 ans, lors du 38e sommet de la FAO, l'organisation onusienne avait déjà récompensé le Togo pour avoir rempli le premier objectif du millénaire pour le développement qui visait à diminuer de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Déterminé à éliminer la faim et la malnutrition dans le monde, à l'occasion du 39e sommet de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, dans son volet sur la lutte contre la faim, encourage ainsi le Togo et les 14 autres pays qui ont atteint les objectifs internationaux relatifs à l'éradication de la faim extrême, à savoir Djibouti, l'Angola, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, le Mali et Sao Tomé. Et dans le cadre de la rubrique C'est en plus de ce soir, Carnot Atomomenge a reçu Uriel Abaga sur le plateau pour parler de l'arrivée de 3 personnalités soudanaises dans la nouvelle équipe à des postes stratégiques tels que les affaires étrangères. Bien que plusieurs observateurs restent sceptiques, Béchir confirme ainsi sa volonté d'ouvrir une nouvelle page. Regardez. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous suivez depuis quelques semaines l'évolution de la situation politique en République du Soudan. Alors comment expliquer l'empressement pour Omar El-Béchir et les siens de dévoiler les 3 premières nominations à ce gouvernement qui, vous l'avez précisé, pourraient être composé d'une 30aine de personnes? Déjà, pour revenir un peu dans l'histoire, faire un peu le portrait d'Omar El-Béchir, ce n'est pas le chef d'État le plus fréquentable du monde. Omar El-Béchir prend le pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État militaire et durant 26 ans, il a quasiment dirigé le Soudan de manière autarcique. Pas qu'il avait les moyens d'assurer à lui seul la pérennité et la stabilité de cet État, mais il a contribué par des guerres incessantes, des guerres internes incessantes, par des violations régulières des droits de l'homme, à faire de ce pays-là un pays infréquentable pour les puissances occidentales. Et maintenant, la semaine dernière, quelques semaines après son investiture sa réélection en tant que nouveau président du Soudan, à sa cérémonie d'investiture, il a, à la surprise générale devant toutes les personnes invitées, tous les convives, il y avait même Robert Mugabe. Nous savons quel rapport Robert Mugabe entretient avec l'Occident. Devant ce parterre d'invités, il a, à la surprise générale, prôné l'ouverture, prôné la réhabilitation de ses relations avec l'Occident. Et je crois que moins d'une semaine après cette investiture-là, le fait de nommer des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et du pétrole constitue en quelque sorte la preuve que Omar El-Béchir entend vraiment marcher sur les pas qu'il a... Une sorte de gage présenté aux gouvernements occidentaux pour démontrer l'ouverture que prône le président soudanais. Mais aujourd'hui, on sait que Omar El-Béchir va former un gouvernement d'une 30aine de personnes. Est-ce que cette ouverture avec l'Occident va rimer avec une ouverture politique à l'intérieur du pays, avec notamment dans ce gouvernement la représentation de divers partis politiques et tout ça, et tout le reste? Encore, il faut espérer que la volonté de Omar El-Béchir de rafraîchir la relation avec l'Occident soit réelle, parce que, comme la plupart des observateurs, j'ai la faiblesse de croire qu'après 26 ans passé à commettre des exactions, 26 ans passés à ne respecter quasiment rien du tout, on puisse autant changer de point de vue. Parce que quoi que la politique soit, en politique, la vérité d'hier n'est pas nécessairement la vérité d'aujourd'hui. Mais je crois quand même, j'ai la faiblesse de croire, je le répète, qu'Omar El-Béchir puisse changer d'avis. Après, si ouverture il y a avec les Occidentaux, la question, comme vous venez de la poser, reviendra sur le fait d'être ouvert maintenant au pouvoir, aux contre-pouvoirs qui sont en place au Soudan. Omar El-Béchir a remporté l'élection présidentielle de 2010 et celle de 2015
sans la présence de l'opposition qui a boycotté les 2 scrutins présidentiels. Il a remporté l'élection face à 13 candidats qui étaient quasiment inconnus. Il dirige quasiment par décret. La preuve, c'est qu'il nomme lui-même ses ministres. Vous venez de voir qu'il a nommé lui-même ses ministres. Donc il y a toujours cette même mise-là, ce caractère autocratique, ce caractère totalitaire. Et il faut espérer pour le bien du peuple soudanais, pour le bien du continent africain et pour le rapprochement tant voulu avec les puissances occidentales que Omar el-Béchir puisse s'ouvrir à l'opposition. Dans tous les cas, tous les projecteurs seront braqués sur le Soudan pour voir la composition de ce nouveau gouvernement nommé par Omar el-Béchir. Je vous précise qu'il en a déjà dévoilé 3. Il reste 27 puisque le gouvernement doit être composé d'une 30aine de personnes. Uriel Abaga, merci d'être avec nous. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information sur les antennes de Canal 7, la chaîne panafricaine. Bonsoir.